Adama, nous Bonjour. sommes le 17 juillet. 17, c'est toujours très symbolique. Oui. Donc, je sens chez vous une excitation extraordinaire parce que vous avez découvert des photos inhabituelles d'un pays inhabituel pour nous, vu qu'il se passe en Amérique. Tout à fait. Eh bien écoutez, ce sont des photos de caustiques qui viennent du Venezuela, des caustiques qui sont extraordinaires, qui sont très différents des caustiques que nous obtenons en Europe. Je dirais que les orbes qui sont sur ces photos sont extrêmement colorés, d'une couleur chatoyante, luminescente, voire phosphorescente. C'est absolument merveilleux. Ces caustiques, ces orbes sont semblables sur ces photos des photos astronomiques. C'est incroyable le mimétisme que montrent ces orbes et ces caustiques avec des photos de nébuleuses, avec des photos d'étoiles. Voilà, alors je les ai regardées effectivement avec vous, elles sont vraiment très très belles. Ce qui m'a fait dire quelque chose qui ne vous a pas plu, qu'on pouvait peut-être les avoir un peu retouchées. Il semble que ce ne soit pas du tout la vérité, qu'elles sont vraiment naturelles, brutes de décoffrage, et que c'est malgré tout des photos qui ont été prises avec des effets d'eau, puisque le Et de lumière, n'oublions pas de lumière, oui. Le caustique a toujours besoin d'eau et de lumière. Tout à fait. Alors est-ce qu'elles ont été prises en extérieur comme de juste, Oui. la nuit, puisqu'on le voit bien qu'il fait noir, mais on ne sait pas s'il y a des cascades, on ne sait pas s'il pleut, si c'est une humidité de l'air naturel dans ce pays où il y a quand même une végétation beaucoup plus dense que chez nous. Tout à fait, une forêt primaire. Alors en fait, c'est pas le problème de savoir quelle est la source qui a créé les caustiques, c'est-à-dire s'il s'agit d'une eau provenant de cascades, d'une averse. En fait, c'était une averse, semble-t-il, climat tropical ou pas tropical. Ce qui compte, c'est le résultat de ces caustiques qui sont extraordinaires. Franchement, on n'a jamais vu ça encore dans des photos en Europe. Les caustiques, je le rappelle, on les appelait de manière incorrecte des voiles par défaut, puisqu'on ne savait pas du tout de quoi il s'agissait. C'est Jean de Talois qui nous a permis d'éclaircir l'énigme à ce propos, mais un mystère qui en ouvre un autre. Les caustiques peuvent avoir des dimensions kilométriques, mais également des dimensions de l'ordre cosmique. Il y a des lentilles gravitationnelles qui montrent dans l'univers des caustiques. Nous avons un mathématicien soviétique qui avait pensé que la structure de l'univers était formée de caustiques. Donc, lorsque nous voyons ces formes, qui sont des formes inhabituelles dans la géométrie telle que nous la connaissons, la géométrie euclidienne, là nous allons dans le domaine de la topologie, qui est une forme de géométrie non euclidienne et qui ouvre sur des réalités tout à fait extraordinaire d'un point de vue scientifique. Et si on sort du point de vue scientifique, si nous nous mettons à la place de ces gens qui au Venezuela et dans d'autres pays d'Amérique du Sud prennent des photos, mais alors tout à fait époustouflantes, nos meilleures photos d'orbes en Europe, excusez-moi, mais c'est pas l'eau à côté. Pourtant, nous avons de belles photos. Mais alors là, ça dépasse l'entendement. Ça me fait penser un petit peu au phénomène des ovnis. Vous savez, en Europe, on a des phénomènes ovnis donc depuis des lustres, mais quand vous comparez avec ce qui se passe en Amérique du Sud, le phénomène ovni en Amérique du Sud est étonnamment plus dense, plus présent, et il présente des caractéristiques qui sont absentes en Europe. Notamment avec les histoires d'actes de violence qui sont commis par des ovnis envers des paysans, dans le mode des apparitions au-dessus de grandes villes d'Amérique du Sud, ce que nous n'avons pas en Europe. Donc je me demande, on dit souvent qu'on a les ovnis qu'on mérite, finalement est-ce qu'on a les orbes et les caustiques que l'on mérite en fonction de sa sensibilité? En Europe, nous avons une optique, une vision rationnelle et matérialiste. Nous sommes sur l'héritage d'une part de Descartes et du cartésianisme, mais aussi du marxisme. Le marxisme a beaucoup influencé la pensée française, ça c'est un fait, et le marxisme est une forme de matérialisme. Donc
dans ces pays-là, on a une approche tout à fait différente. Les gens ont une approche instinctive, ont une approche, j'oserais dire le mot chamanique pour beaucoup de personnes. Les Amérindiens, par exemple, ont un ressenti du monde qui est aux antipodes du blanc, de l'Européen occidentalisé. C'est totalement différent. L'Indien, l'Amérindien vit en osmose avec la forêt tropicale, la forêt primaire, avec les animaux, avec les éléments. Nous, les hommes blancs, on passe pour des enfants. Ils ne disent pas des barbares. Nous sommes des enfants qui ne comprenons pas le monde dans lequel nous sommes, et comme des enfants maladroits, nous détruisons ce monde. Or, je pense que la vision de ces personnes qui prennent ces caustiques et ces orbes n'est pas à rejeter, mais au contraire à prendre en considération, et il faut, je pense, l'examiner avec soin et respect, car ça ne peut qu'ouvrir ce nouveau champ intellectuel de recherche. Voilà ce que je pense à propos de ces photos, madame. Alors, est-ce que l'on pourrait dire, étrangement, que l'appareil photo révélerait une sorte de sixième sens, que lorsqu'une personne qui serait plus proche de la nature, plus proche d'autres formes de réalité, qui n'aurait pas été, qui aurait été influencée par une culture qui l'aurait conduit vers telle ou telle forme de pensée, comme une sorte de peintre qui n'aurait jamais suivi d'école particulière, une sorte de douanier Rousseau qui pourrait apporter quelque chose de neuf à la peinture, et là, en l'occurrence, à la photographie, que le sixième sens, au travers de l'appareil photo, pourrait s'exprimer en révélant des choses que nous, occidentaux, ne pourraient pas faire. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue, mais je vais y mettre quelques nuances. Il faut savoir, par exemple, que dans nos pays occidentalisés, nous avons de nombreuses personnes qui font des appels d'orbes, qui se concentrent et qui appellent les orbes. C'est-à-dire, on dit appeler des orbes, mais est-ce vraiment un appel ? N'est-ce pas plutôt une attirance du phénomène pour la personne, ou vice-versa, la personne qui attire le phénomène ? Les mots sont un petit peu, malheureusement, courts à ce niveau-là, car tout ça est nouveau. On parle d'appel d'orbe par défaut, je dirais là aussi, mais en fait, c'est plus qu'un appel d'orbe. Ça semble un éveil, ça semble une sorte d'appel, une sorte de mise en harmonie en fait entre l'esprit humain et ce phénomène. Nous avons dans notre groupe des personnes qui pratiquent l'appel d'orbe assez couramment, comme Mado, comme Georges, comme Isabelle maintenant, comme Jacques Framboise, comme bien d'autres personnes avant eux qui étaient sur le forum. Et je pense que l'approche de ces personnes-là se situe quelque part entre le douanier Rousseau et quelque part entre des peintres académiques. Voilà, c'est un petit peu la frontière, un petit peu entre Léonard de Vinci et douanier Rousseau, c'est-à-dire d'un côté une forme d'art qui utilise des canons, et en même temps une forme d'art qui utilise une liberté absolue, un ressenti. Nous ne sommes plus dans la géométrie euclidienne, mais dans la géométrie non euclidienne. Et donc, si vous voulez, je pense que il faut aller au-delà de cela, de ce ressenti-là, de ce constat plus exactement de ces appels d'orbes si on veut avancer. C'est bien beau de dire « Ah là là, ça y est, j'ai des orbes sur ma photo, super, c'est beau, j'ai appelé les orbes. » D'accord, mais on tourne en rond. Regardons ce qui se passe du côté de l'Amérique du Sud, chez nos amis vénézuéliens, péruviens, brésiliens, que je salue ici d'ailleurs, puisque nous allons former donc un groupe de réflexion et un groupe de recherche dans ces pays. Donc je remercie d'ailleurs Sidonie Pratt pour l'aide qu'elle nous apporte. Je pense qu'il faut regarder de ce côté-là. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, il faut les écouter, les respecter, et ne pas aller avec nos gros sabots rationalistes et matérialistes en disant « Oh là là, tout ça c'est de la foutaise, c'est que de l'eau, ils se trompent ». Non, il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut être ouvert d'esprit. Il faut examiner toutes ces photos, les conditions dans lesquelles elles sont prises. La plupart de ces personnes sont toutes des personnes spirituelles,
qui croient en des choses, qui croient aux forces de l'esprit et aux forces de la nature, et les forces avec lesquelles elles vivent en harmonie. Je le répète, il y a beaucoup d'harmonie chez ces gens-là. Et je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup à nous apprendre pour aller plus loin. Si nous restons sur nos acquis rationalistes, c'est bien, c'est très bien, mais c'est insuffisant. Lorsque l'on voit, par exemple, ces formes caustiques qui nous évoquent l'univers, quand en plus on sait qu'il y a eu un penseur, un mathématicien russe de l'époque soviétique qui pensait que les caustiques avaient été la trame même de l'univers, alors on peut se poser des questions. Je sais que les travaux de ce mathématicien ont été réfutés par d'autres scientifiques, mais cela reste quand même encore d'actualité lorsqu'on sait, je le répète, qu'on peut observer les caustiques dans l'univers à travers les lentilles gravitationnelles. Donc, l'appareil photo numérique, c'est un instrument qui bénéficie de la technologie et des avancées de la science. N'oubliez pas que lorsque vous prenez une photographie numérique, c'est grâce à un capteur à transfert de charge qui permet d'avoir une photo. Ça utilise la technologie des semi-conducteurs, le silicium et d'autres composants qui sont d'ordre nanométrique. Et là, on peut reconstituer ce que voit l'appareil photo, c'est-à-dire l'appareil. Je pense à ce beau pays, le Venezuela, qui, dans mon esprit, je n'y suis jamais allée, mais c'est beaucoup plus coloré que la France, dans ma tête. C'est beaucoup plus verdoyant. Je ressens une humidité plus importante. Est-ce que ces photos ne retraceraient pas un peu tout ce climat, tout cet environnement, ces couleurs, et que donc les photos en elles-mêmes seraient plus festives, plus lumineuses, plus colorées, par le fait même que le pays est dans cette lignée-là? Peut-être, ce n'est pas impossible, mais pourtant, si l'on prend des photographies qui ont été prises, par exemple, en Polynésie française, où c'est un climat chaud, et également, on n'a pas les mêmes effets. Alors, certes, c'est le Pacifique, mais je rappelle aussi que l'Amérique du Sud a ses frontières nautiques avec le Pacifique, d'un côté. Donc, pour moi, c'est pas ça l'essentiel. Je pense plutôt que nous avons ici affaire à un tempérament. C'est un tempérament, un mélange de tempérament qui vient d'Espagne et de tempérament des natifs, donc amérindiens, et qui pourrait donner justement ces résultats extraordinaires. Donc, tempérament, on en revient au mental, on en revient justement à ce lien qui existe entre ces phénomènes et l'être humain. Voilà. Qu'on appelle chez nous l'appel d'ordre, donc je l'ai dit tout à l'heure, et chez eux, ils le vivent tout à fait normalement. C'est très curieux pour nous de voir ça. Par exemple, ils parlent qu'il y a des lieux, il y a des ouvertures où les orbes, les caustiques et d'autres phénomènes apparaissent de manière extrêmement fréquente. Nous noterons aussi l'absence de BVI chez eux. Ils n'ont pratiquement pas de BVI. Alors c'est assez curieux, ça rappelle la Polynésie française. Je vous rappelle que les photographies que nous avons vues de Polynésie ne comportent pas de brume. Eh bien chez eux, c'est la même chose, il n'y a pas de brume. Pourquoi? Alors ça, c'est curieux. Alors ça aussi, il faut s'interroger. Eh bien, Adama, je n'ai plus qu'une seule envie à vous écouter, c'est de devenir une globe-trotteuse, de prendre mes appareils photo, numériques ou pas numériques, de les mettre en bandoulière autour de mon cou, partout, et d'aller courir au Venezuela pour voir si je peux prendre les mêmes phénomènes que ces gens-là. Eh bien, écoutez, pourquoi pas, justement, le groupe nous invitera pour un colloque futur en Amérique du Sud, d'après ce que j'ai vu. Donc ça va être une belle aventure, ça sera pas pour tout de suite, mais ça doit se faire doucement, mais sûrement. En même temps, c'est vraiment un très grand message d'espoir pour nous tous, car, je le répète, il faut garder raison, certes, mais il faut que la raison n'emprisonne pas l'audace intellectuelle. Voilà. La raison est un bon garde-fou,
mais quelquefois, cela vaut la peine de prendre une tangente et de voir ce qui se passe un petit peu autrement. Voilà. Alors je pense que la science d'ailleurs du futur changera certainement de paradigme, comme beaucoup l'annoncent d'ailleurs déjà. On a eu dans les années 80 la gnose de Princeton, où des scientifiques appelaient déjà au changement de paradigme. La physique quantique ouvre des horizons tout à fait extraordinaires lorsqu'on voit que notre réalité n'est qu'une illusion, qui est le fruit peut-être de supercordes qui vibrent et qui génèrent la réalité. Lorsqu'on sait qu'il peut y avoir deux atomes qui sont éloignés de manière astronomique et qui communiquent entre eux. C'est tout à fait incroyable. En fait, la vision matérialiste du monde, héritée du XIXe siècle, à la fois créée par les philosophes et par l'expérimentation, est aujourd'hui en passe d'être rendue caduque. Pourtant, elle fonctionne, cette vision matérialiste. C'est grâce à la mécanique céleste, initiée par Isaac Newton, que l'on peut envoyer des sondes dans l'espace, qu'on a pu aller sur la Lune. Car ici, nous sommes, comme on dit, dans la mécanique. Là, on est dans la matière. Il y a des lois précises. Mais en fait, l'univers est d'une grande complexité. Et il y a des lois, mais il y a également d'autres lois. Ça dépend de l'échelle, en fait, où nous nous trouvons. À notre échelle humaine, effectivement, il y a les lois de la physique de Newton qui s'appliquent sur la Terre. Voilà, là nous avons une table, elle est bien concrète. Et cette cohésion, elle est due à quoi? Pourtant c'est du vide. Lorsqu'on étudie la composition de la table au niveau atomique, il n'y a rien, c'est du vide. Et la cohésion, c'est par une force, l'électromagnétisme. D'ailleurs, madame, je sais que vous êtes quelqu'un qui vous intéressez beaucoup à ce domaine, et nous aurons certainement la joie de vous entendre en conférence à ce propos. Et une chose est certaine, je vais conclure là-dessus, il faut aller plus que jamais au-devant de ces phénomènes, prendre des photos, prendre des vidéos, et garder l'esprit ouvert, et essayer de raisonner, d'avoir, si vous voulez, une ouverture dans le respect et dans l'acquisition de nouveaux paradigmes qui peuvent qu'enrichir notre propre recherche sur les orbes. Voilà. Eh bien, je ne peux que vous remercier au nom de tous pour votre enthousiasme et cette passion que vous avez pour nous faire partager toutes vos connaissances, et Dieu sait si elles sont nombreuses. Merci beaucoup. Merci, je ne dirai qu'une chose, haut les cœurs, et merci à vous. Au revoir. Thank you.